L'histoire de Moto Guzzi est l'aventure extraordinaire d'une idée et de la force d'une entreprise qui a contribué au renom de l'Italie à l'étranger. Moto Guzzi naît à Mandello del Lario en 1921 de l'imagination de Carlo Guzzi. Aujourd'hui encore, c'est la marque de moto italienne la plus célèbre. Moto Guzzi possède 3 caractéristiques extraordinaires: la fonctionnalité, la beauté et le pragmatisme. D'avoir su réunir toutes ces qualités en une seule marque fait de ces motos des mythes qui bravent le temps, tout en assurant la longévité de la marque. L'histoire commence donc à partir d'une idée. Le concept de la moto Guzzi naît pendant la Première Guerre mondiale. Il naît dans la tête d'un jeune militaire milanais de l'armée de l'air, Carlo Guzzi. Il transmet à 2 de ses amis, Giovanni Mirabelli, un coureur de motocyclette de Brescia, et Giorgio Parodi, un pilote, l'idée de construire une motocyclette révolutionnaire. Ainsi, l'idée de la société se concrétisa, et à chacun fut confiée une tâche. À la fin de la guerre, Carlo Guzzi peaufinerait la fabrication du prototype. Ravelli, qui était déjà un pilote expérimenté, conduirait à la victoire le nouvel engin et Parodi garantirait l'apport des capitaux nécessaires à l'entreprise. C'est pendant les derniers jours de guerre, dans un accident de vol, que Giovanni Mirabelli décéda. Ne restait possible comme associés que Guzzi et Parodi. Ils pensèrent honorer le souvenir de l'ami en utilisant dans la marque le symbole de l'aigle. Carlo Guzzi fabriqua donc un prototype et après approbation de la famille Parodi, il fut décidé de commencer la fabrication en série. Le premier modèle Moto Guzzi s'appela Normale. Sur son réservoir, il y avait un aigle et l'inscription Moto Guzzi. Le moteur était à 4 temps monocylindrique horizontal, avec 4 soupapes opposées et 500 cm3 de cylindrée. Les caractéristiques de ce premier moteur resteront les mêmes, avec peu de modifications dans la production de Moto Guzzi pendant de nombreuses années, ce qui assura à l'entreprise la réputation de sérieux dans la fabrication et d'honnêteté qui auréole encore cette marque de nos jours. La première moto de Carlo Guzzi fut la Normale, une moto révolutionnaire par certains aspects. Révolutionnaire pourquoi? Parce qu'elle synthétisait toutes les innovations et les perfectionnements des motos de l'époque. Mais en réalité, l'idée de Guzzi était de créer une machine dont pourraient profiter tous ceux qui n'étaient pas encore convaincus par ce mode de déplacement, bien qu'il existât depuis 20 ans. L'usine fut installée à Mandello del Lario. Avant la moto Guzzi, Mandello n'était certainement pas une ville riche. L'entreprise Guzzi y a apporté une nouvelle activité en donnant du travail à beaucoup de familles à l'intérieur de la ville, mais aussi à l'extérieur. Sous la poussée de la moto Guzzi, beaucoup d'entreprises, grandes et petites, sont nées. Et au fil des années, elles se sont développées en procurant du travail à tous. Je me souviens de tous les ouvriers qui sortaient ou qui allaient au travail à pied ou en vélo. À cette époque-là, les routes de Mandello n'étaient pas goudronnées.
Le soir, ils sortaient ensemble pour aller chez eux et le matin, ils partaient ensemble avec le sac pour la cantine qui contenait la gamelle de soupe. Les salariés avaient la possibilité d'acheter une grande variété de produits au magasin de Moto Guzzi, à des prix avantageux. Pour les enfants, il y avait la colonie de vacances pour l'été. Ces bienfaits se transformaient en économie d'argent. Déjà en 1921, grâce à la détermination de Giorgio Parodi, on décida de faire participer les nouvelles motos aux premières courses, afin d'avoir un vecteur publicitaire pour lancer la marque. Les résultats furent immédiats et la production Moto Guzzi commença à se diversifier. L'idée gagnante vint du frère de Carlo Guzzi, Giuseppe, surnommé Nacco, qui était ingénieur. Carlo et lui conçurent une solution innovante afin de régler le problème de l'amortissement de la roue arrière. La solution se démontra tellement bonne qu'elle fut à l'origine de la toute première moto grand tourisme de l'histoire. Avec cette moto, Nacco fit des voyages extraordinaires pour l'époque. Elle fut commercialisée sous le nom de GT, mais le public la connaissait en tant que Nord-G, un surnom dérivé d'un des raids de Nacco vers le pôle Nord. En effet, quelques années auparavant, le dirigeable Nord-G devint célèbre, parce que Umberto Nobile avait survolé l'Alaska avec pour atteindre le pôle Nord. Nel frattempo, la motocicletta con il serbatoio sotto canna, sotto selle. Entre-temps, la moto avec le réservoir sous la selle paraissait déjà bien trop vieille. Anche la Moto Guzzi affrontò il problema, con qualche ritardo. La Guzzi aborda le problème en 1931, en sortant un modèle devenu célèbre. Un modello peut-être le plus classique avant la Seconde Guerre mondiale, le modèle Sport 15. Celle-ci fut donc la plus populaire parmi les motos Guzzi d'avant-guerre. Son succès résidait dans sa robustesse et sa simplicité. La Sport 15 subit au fil des années plusieurs changements qui aboutirent à la version Grand Tourisme GT16 et GT17 dans des versions conçues surtout pour les courses. Entre-temps, en 1933, Carlo Guzzi développa un moteur en V à 2 soupapes en tête et 4 vitesses, qui fut à l'origine des séries GTV et GTW. Il s'agissait d'une évolution de l'idée primordiale de la normale, mais permettait à la moto des performances nouvelles. Celle-ci allait donner naissance aux plus grandes motos routières de compétition. Effectivement, dès 1921, la Moto Guzzi participa aux courses et les résultats ne se firent pas attendre. Tenant compte des premières courses, Moto Guzzi fut convaincu que les courses étaient le meilleur vecteur publicitaire à adopter pour l'image de la marque. Carlo Guzzi commença à étudier des motos de compétition plus performantes. C'est ainsi que la moto de course Guzzi C2V vit le jour. Comparativement au modèle normal, elle avait les 2 soupapes en tête et peu d'autres variations. La C2V était une bonne 2 roues. Toutefois, tout en remportant des succès dans les épreuves de fond, elle n'était pas à même de faire face aux adversaires dans les épreuves sur circuit. Carlo Guzzi pensa donc à modifier le prototype qui avait donné naissance à la normale et construisit un moteur à 4 soupapes. La C4V venait de naître. Cette moto à 4 soupapes, conduite par Guido Mattasti, devint célèbre pour avoir gagné en 1924 à Monza le championnat d'Europe. Cette moto à 4 soupapes, conduite par Guido Mattasti, devint célèbre pour avoir gagné en 1924 à Monza le championnat d'Europe.
Il courut avec une boîte à 3 vitesses, sans le frein avant et sans le levier de commande. E voleva essere certo che frenasse soltanto quando ce ne fosse stato bisogno. Les 4 soupapes marchaient bien, mais Guzzi n'avait rien à proposer dans les catégories inférieures. En 1925, Carlo Guzzi décida donc de tenter sa chance avec un moteur de 250 cm3. Cela donna naissance à la 250, qui restera pendant environ 30 ans une des plus célèbres motos de course gagnantes de tous les temps. Dans son palmarès, elle peut faire état de 3 championnats du monde, de 16 victoires en Grand Prix, de 7 victoires au Tourist Trophy et de nombreuses autres courses. Chevauchant sa 250 Corsa, Homobono Tenni gagna le Tourist Trophy en 1937. Ce fut le premier coureur non britannique à réussir dans cette compétition et cela fit sensation. S'il est vrai que la moto Guzzi fut en 1935 la première marque non britannique à gagner le Tourist Trophy, Homobono Tenni fut le premier pilote non britannique à gagner la plus célèbre et ancienne course du monde, en suscitant chez le public britannique un enthousiasme absolument extraordinaire. On l'appelait Black Devil, le diable noir. Il rentra en Italie et fut accueilli dans sa Trévise natale d'une manière triomphale, après un passage obligatoire à Mondello. Homobono Tenni peut être considéré comme le Valentino Rossi des années 30. Malgré la faible couverture média de l'époque, il devint très populaire. À son propos est née une légende de pilote très agressif, faisant corps unique avec sa moto, qui frôlait les murs au point d'avoir la combinaison toujours pleine de gravats, tombait souvent mais se relevait, reprenant la course si c'était possible. Pilota che cadeva spesso, che però si rialzava e riprendeva o cercava di riprendere quando era possibile. Era popolarissimo. Il était très célèbre à cause de sa tignasse, comme Valentino, qui a longtemps joué lui aussi de sa chevelure. Lo contraddistingue, così come Valentino Rossi a lungo ha giocato un po' con la sua capigliatura. Una decina d'anni. Il fut consacré comme pilote symbole de la maison de Mondello. Celebrò il primo matrimonio con la Moto Guzzi, che lo avrebbe consacrato forse come il pilota sicuramente dell'anteguerra, ma uno dei piloti simbolo, se non il pilota simbolo della casa di Mandello. Il destino fissò un appuntamento con Homobono Tenni. Le destin donna rendez-vous à Homobono Tenni sur un circuit suisse, dans la banlieue de Berne, témoin de quelques-uns de ses grands exploits. Ce jour-là, pendant l'épreuve, il n'était pas satisfait de sa Guzzi 250, avec laquelle il aurait dû mener la compétition. Il voulut effectuer encore un tour d'essai. Il partit, l'asphalte était mouillé, il dérapa, fit un vol plané et se fracassa contre un arbre. E finì fracassandosi contro un albero. Le destin voulut que peu d'heures après, un autre grand pilote trouva la mort en voiture. L'émotion suscitée par les deux morts fut énorme. Homobono Tenni fut accompagné par une foule énorme depuis Mondello, où se trouvait la chapelle ardente, jusqu'à Trévise, où l'on célébra ses funérailles. Le cercueil, dans le camion de l'entreprise Moto Guzzi, fit un voyage à étapes de Mondello à Trévise, au cours duquel beaucoup de représentants des motoclubs locaux rendirent hommage à Tenni.
la 4 valvole non riusciva più, La moto 4 soupapes n'était plus concurrentielle, soprattutto inglese. surtout comparée aux motos anglaises. Quindi, cosa fece Guzzi? C'est alors que Carlo Guzzi, ayant eu de grandes satisfactions avec le modèle de la 250, qui avait gagné toutes les courses de sa catégorie, Carlo Guzzi ebbe l'idea di assembla deux moteurs mettere insieme et créa la 500. 250, di fare quindi una 500. E nacque così la naquit la bicylindrée glorieuse qui est entrée dans l'histoire grâce aux exploits de Bandini storia et de Balzarotti. le prodesse di Bandini, di Tenni, di Balzarotti. L'expérience acquise par Guzzi dans le secteur des courses de 250 cm3 fut à l'origine des essais avec une cylindrée moindre pour les motos routières. La 175P naquit, P signifiant petite. Venne progettata una motociclettina On conçut une petite moto de 175 cm3 che venne qui fut introduite sur le marché en 1933. messa nel mercato nel 1933, che fu C'était un chef-d'œuvre de simplicité, d'esthétique semplificazione, et de robustesse. di estetica e di robustezza. Ensuite, juste avant la guerre, cette moto fut améliorée. Le moteur devint un 250 cm3 à 4 vitesses. Il s'agissait de l'Iron, décliné ensuite en version de tourisme et de sport. La production de l'Iron se poursuivit jusqu'en 1957, ce qui fit de cette moto la deux roues italienne de moyenne cylindrée la plus répandue pendant plus de 15 ans. Elle représentait un bon compromis entre une citadine et une moto plus performante. Il régime fascista mise in piedi Le fascisme delle mit gare, sur pied des courses pour ses policiers, delle gare ses combattants. per i suoi militi, i militi della strada, cioè i Les motos étaient les mêmes pour tous. poliziotti della polizia stradale. E decise di dare moto uguali a tutti. E proprio nel Et en 1939, de la GTC dalla GTC, sortit le modèle Condor. fuori il Condor. Le public sportif des courses, dès 1939, put profiter du Condor pour la catégorie 500. Mais dans la catégorie 250, Giulio Cesare Carcano prépara l'Albatros. En
Entre-temps, la Deuxième Guerre mondiale approchait, ce qui signifia l'interruption des courses et la reconversion de l'entreprise pour la production militaire. L'entreprise Guzzi avait toujours un rapport privilégié avec l'armée. En effet, avant la guerre, elle avait équipé l'armée de la GT-17, une évolution de la Norge. Elle fabriqua les deux motos les plus utilisées pendant la guerre, l'Alce et la Super Alce. À la fin de la guerre, chez Guzzi, rénover la production était impératif. Il fallait fabriquer de nouveaux engins capables de donner de l'élan à l'entreprise. Et de plus, tout un pays était à motoriser. La renaissance de l'Italie s'est faite sur les deux roues des cyclomoteurs. Guzzi y a largement participé, tant avec ses motocyclettes légères qu'avec ses triporteurs à moteur qui ont apporté au pays la mobilité nécessaire à la reconstruction. Le transport des marchandises sur des moyens de transport dérivés des motocyclettes avait déjà été conçu avant la guerre, avec des triporteurs à moteur 500 aussi pratiques que simples. Parmi ces derniers, il y avait Loup et le célèbre École. L'Italie, qui sortait de la tragédie de la guerre, avait besoin de moyens de transport rapides. On se souvient de la Vespa, mais la Guzzi aussi joua un rôle important. Le premier motocycle léger qui sortit de l'usine de Mandello fut le 65, appelé Guzzino par la suite. Pendant ses 3 premières années d'existence, il fut produit à 50 000 unités. Il avait un moteur 2 temps monocylindrique incliné, qui n'assurait pas une grande performance, mais possédait les qualités habituelles de solidité des moteurs Guzzi. Après le Guzzino, ce fut le Galetto, conçu par Carlo Guzzi en 1950. Il mariait les avantages d'une moto classique à roues hautes aux caractéristiques d'un scooter. Conçu avec un moteur à 4 temps, sa cylindrée de 200 cm3 lui assurait de bonnes performances. Mais il fallait concevoir également des modèles de cylindrée supérieure, étant donné que les motos utilisées étaient encore celles de l'avant-guerre. On relança la GTV. Elle devint, grâce à quelques modifications, l'Astore, suivie par un modèle plus évolué, le Falcon, qui fut l'un des modèles les plus représentatifs de la marque Guzzi. Mais en quelques années, les motos commencèrent à perdre du terrain, remplacées par des voitures de petite cylindrée qui assuraient une plus grande stabilité, moins de risques, d'un très bon confort à des prix concurrentiels. Les courses de l'après-guerre, surtout depuis 1949, quand on a créé le premier championnat du monde de vitesse, furent le théâtre de rivalités techniques entre les différentes maisons. Non solo in piste sportive, ma di battaglie tecniche fra le case numerosissime che cercavano di primeggiare. Nombreuses étaient les protagonistes italiennes, Gilera, MV, mais aussi Mondial, Benelli et bien évidemment Moto Guzzi. Les étrangères étaient surtout anglaises et allemandes. Guzzi frappa très fort avec la monocylindre Bialbero, qui gagna 5 fois le championnat du monde.
Parallèlement, après la guerre, les courses recommencèrent à plein rythme. Les années de 46 à 57 représentent le point culminant de l'histoire des courses de Moto Guzzi. Entre-temps, à l'usine, un service course géré par Giulio Cesare Carcano avait été adjoint au service de conception de Carlo Guzzi. Carcano, avec la collaboration de Cantoni et de Todero, est le créateur de quelques-unes des plus extraordinaires motos de course de tous les temps. Il conçut également des modifications sur les moteurs, encore valables de nos jours. Le service course, juste après la guerre, pouvait encore compter sur le Condor et ses transformations. Son évolution directe fut le Dondolino, dont le nom évoquait une tenue de route médiocre. En revanche, sa vitesse atteignait 170 km/h. En effet, ce projet étant terminé, nous avons commencé en 1946 à préparer le modèle Gambalunga, un dérivé du Condor et du Dondolino. Le moteur du Dondolino, transformé en celui du Gambalunga, avait la corsa lunga. Par rapport au Dondolino, il était toujours un 500, mais on avait réduit le diamètre en augmentant la course. C'est pourquoi on lui a affublé le sobriquet Corsa Lunga. Et pour cette raison, on l'a surnommé Gambalunga. Le Gambalunga accompagna le succès de nombreux pilotes, dont Ferdinando Balzarotti. Je suis le fils de Ferdinando Balzarotti, pilote officiel Moto Guzzi, et ensuite essayeur de moteur jusqu'en 1968. Terminée la période de la guerre, les courses ont recommencé. Mon père a piloté la Gambalunga et puis a continué avec les Gambalunghini. Il s'est arrêté en 1949 à cause d'un accident. Je me souviens que les tours d'essai étaient différents par rapport à aujourd'hui. Mon père sortait avec la moto dans les rues. Le samedi, les garçons sortaient des bars pour lui dégager la route et le faire passer. Je me souviens qu'il m'emmenait aux courses et moi j'attendais impatiemment ces moments parce que, lorsqu'il gagnait, il me faisait faire le tour avec lui sur le réservoir de la moto. Les fleurs et la coupe à la main. C'était des moments émouvants dont je me souviens encore aujourd'hui. Dans le but d'améliorer les performances, Moto Guzzi s'était équipé dès le début des années 50 d'une extraordinaire nouveauté technique, la soufflerie aérodynamique. Ce fut donc la première entreprise motocycliste italienne à étudier à fond l'aérodynamique et à exploiter complètement les modifications du cadre afin d'augmenter la vitesse. Carcano proposa à Guzzi la possibilité d'essayer les motos dans une soufflerie aérodynamique. On pouvait y tester avec le pilote la résistance du véhicule à l'air et Guzzi accueillit l'idée avec enthousiasme. La soufflerie servait à mieux voir ou travailler les modifications du véhicule. C'est ainsi qu'on a créé le carénage à cloche.
La préparation des véhicules de course est un travail long et précis, qui n'est jamais tout à fait terminé. L'équipe s'y consacre donc avec un total dévouement. Mon père a toujours travaillé au service course et a vécu la vraie vie des ouvriers. Une vie faite de déplacements. On s'activait beaucoup, même quand on n'était pas en voyage pour suivre des courses. Il réparait les moteurs entre deux courses. Les courses étaient très dangereuses et se déroulaient plus souvent sur route que sur circuit. La course sur route la plus célèbre était depuis les années 20 le Raid Nord-Sud, qui devint ensuite le Milan-Tarente. 1400 km de route épuisante sur lesquelles Moto Guzzi gagna souvent. Agostini y remporta une grande victoire, ce qui lui permit d'entrer de plein droit dans l'équipe Moto Guzzi. Dans la catégorie 250, Lorenzetti avait proposé des modifications sur l'Albatros. Ce fut l'origine du Gamba Lunghino. En 1953, on décida de participer également aux courses dans la catégorie 350 à l'étranger. En modifiant le Gamba Lunghino, on arriva à un moteur DACT 350 qui remporta 5 titres mondiaux. Progresser, ça veut dire créer. Et si on repense à ces années-là, concevoir une moto nouvelle, c'était l'assurance de gagner sur les pistes. En tant qu'ingénieur de projet, je sentais cette responsabilité lourde et importante. J'avais à démontrer que mes idées étaient bonnes. Et la réalité m'a donné raison. La 350 a remporté 5 titres mondiaux. Mais les adversaires commençaient à se tailler une place dans la catégorie reine des courses. Gilera avait acquis une longue expérience dans le domaine des multicylindrés. Le groupe formé par Carcano Todero et Cantoni se remit au travail. Il créa alors un engin extraordinaire, la V8.
La V8 a été reconnue comme la moto la plus extraordinaire jamais produite. Et je continue à le penser. L'ingénieur Cesare Carcano, un véritable génie, créa cette 8 cylindres qui avait un empattement réduit, 50 cm de largeur. Une 8 cylindres, mais en V, avec 4 cylindres vers l'avant et 4 à l'arrière. Scegliendo però il tipo di V a 90 gradi, non quello a 120 gradi del vecchio maestro Carlo Guzzi. Tout a été fait en 6 mois, du projet à l'essai du moteur. Carcano, Todero et Cantoni en étaient bouche bée. Ils ne réalisaient pas que cette moto qui venait d'être créée pouvait donner 70 chevaux, 12 000 tours minute, sans aucun problème, sauf ceux liés à l'allumage et à la carburation. C'est un moteur qui ne donne pas la sensation de vitesse. Il ne vibre pas, il n'est pas sec comme un monocylindre, donc on ne sent pas la vitesse, ni avec les mains ni avec les fesses, comme disent les pilotes. On s'aperçoit de la vitesse quand on sort la tête du carénage. Le moteur peut atteindre 300 km/h. C'était la veille de Pâques. On avait porté le moteur dans la salle pour l'essayer et on espérait que tout se passerait bien. Quand le mécanicien a mis en marche, la moto a démarré. Ça a été une joie pour tous. On a envoyé un télégramme à Gênes, puisque le siège de l'entreprise se trouvait là. Et M. Giorgio Parodi a transmis ce matin, à 10h30, le 8 cylindres a vécu ses premières minutes. La V8, cette moto extraordinaire, a eu un destin malchanceux, parce qu'il s'agissait d'une machine complexe, qui avait besoin d'être bien essayée, d'être bien développée. Sa vie a été courte. Elle a débuté en 1955. Et en 1957, Moto Guzzi a adhéré au pacte des maisons italiennes, qui prévoyait un retrait des courses. Le V8 est resté au garage, destiné au musée, comme exemple d'une technologie absolument extraordinaire. En 1957, Moto Guzzi arrête les courses de vitesse. En revanche, on entreprend des courses de régularité, qui pour nous étaient quelque chose de nouveau. Le règlement prévoyait d'utiliser les motos de série légèrement modifiées. Nous, on a participé avec la 125 et la 250. L'histoire des compétitions d'endurance est longue et pleine de succès des Moto Guzzi. Le travail du service projet trouva sa prolongation dans la conception de motos citadines. Il existait des versions du Falcon pour les militaires et pour la police, mais dans le milieu des années 60, ces motos étaient surannées et trop petites pour lutter dans un marché où les grosses motos commençaient à s'imposer. Carcano mit donc au point le moteur qui est encore de nos jours à la base de la production Guzzi, le V7. L'armée a sollicité Moto Guzzi pour que soit créé quelque chose de plus grand. Et Moto Guzzi a fabriqué ce chef-d'œuvre qu'est le V7.
Le modèle qui a vécu le plus longtemps. Donc on a dépassé ce qui avait été créé par Carlo Guzzi. Ce modèle a été conçu par Carcano et réalisé avec la collaboration de Todero et de Cantoni. Le moteur V7 qui vit le jour entre 1964 et 1965 était bicylindre, très loin de l'idée de Carlo Guzzi, qui jusqu'à maintenant avait assuré le succès de la marque. Ce fut le dernier projet de Carcano, car après 1966, il interrompit ses relations avec l'entreprise. D'ailleurs, à cette époque, Moto Guzzi se trouvait dans une situation très difficile, à tel point qu'en 1966, la firme fut soumise au régime de gestion contrôlée, puis cédée à Seim, qui, tout en travaillant dans une situation d'urgence, sut mener une très bonne politique de gestion d'entreprise. Seim fit d'excellents choix dans la production et exploita au maximum le nouveau moteur. À partir du V7, ont vu le jour tous les modèles bicylindres en V. Les 350, les 500, mais aussi les 900, les 1200, etc., produits actuellement. La V7 fut donc d'abord utilisée dans un but militaire. Adoptée par la police italienne, cette moto suscita bientôt un très grand intérêt à l'étranger. La police californienne l'a choisie pour son Highway Patrol, et Guzzi choisit d'en produire une version civile qui fut exposée pour la première fois au Salon de Milan en 1965. Les ventes en Italie débutèrent, elles, en 1967. Bien reçue par le marché, elle fut suivie de la V7 spéciale, une 750 cm3, puis d'un autre mythe, la Guzzi V7 Sport, à l'extraordinaire tenue de route et au design moderne et attrayant. J'ai essayé les motos Guzzi de 1966 à 1974, puis j'ai recommencé en 1982. Et je me sens honoré d'avoir essayé la première V7 Sport, qui après est devenue une légende. On concurrençait les firmes japonaises, Honda, Suzuki, Kawasaki. Sans aucun doute, nous étions celles qui avaient créé la moto parfaite. De nombreux modèles s'inspirèrent de la V7 d'origine grâce à l'expérience de Todero et de Lino Tonti, qui étaient arrivés chez Guzzi, repris par Seim. On leur doit la création de cadres et de la très belle ligne de ces motos. Le marché américain, attiré par la technologie italienne, fut à l'initiative des versions spéciales California et Ambassador. Les cruisers italiennes puissantes et élégantes entrèrent de plein pied dans l'imaginaire collectif. L'évolution de la V7 marqua la fin de l'époque Seim, et la compagnie fut cédée à l'industriel De Tomaso, qui la géra avec des hauts et des bas jusqu'à l'an 2000. Les ultimes évolutions de la V7 furent la 850 Le Mans, aux lignes nettes et modernes, et la 1000 e-Convert, créée afin de répondre aux besoins des corps de police des États-Unis, équipée d'une boîte de vitesse automatique. En 2000, l'entreprise fut achetée par le patron d'Aprilia, qui lança une nouvelle recherche stylistique. 2004 marqua un temps d'arrêt,
quand l'usine de Mandello fut vendue au groupe Piaggio. Il produisit en peu de temps des versions renouvelées de modèles déjà connus, ainsi que de nouvelles motos qui eurent un impact considérable. Guzzi est une entreprise qui a représenté pour l'industrie nationale quelque chose de vraiment important et qui a réussi à réunir tradition et innovation. Aujourd'hui, Guzzi produit des motos pour une tranche restreinte de public, plutôt pour des passionnés, même si maintenant, elle serait capable de reconquérir des foules, grâce notamment à l'actuelle diffusion de la moto. La marque de l'Aigle paraît avoir repris son éclat en retrouvant le chemin glorieux des victoires sportives. La Moto Guzzi semble donc bien partie pour reprendre avec entrain et rapidement son aventure sur la voie tracée auparavant par une poignée d'hommes courageux et clairvoyants guidés par Carlo Guzzi et Giorgio Parodi.